Voilà, bonjour tout le monde. Je ne suis pas spécialiste du terrorisme, et encore moins du terrorisme islamiste. Je suis psychiatre. Je travaille sur Sarreguemines en unité de soins intensifs psychiatriques et je réalise également des expertises judiciaires, pénales essentiellement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à rencontrer un certain nombre de personnes présentant une radicalisation islamiste au niveau de la psychiatrie, aussi bien dans mon exercice de psychiatre traitant que d'expert judiciaire. Donc, à la base, je n'étais pas prédestiné à travailler sur ce sujet. Ce sont les événements de l'actualité et un phénomène que j'ai constaté grandissant qui ont conduit à m'y intéresser, malgré moi. Alors, donc, je vais parler de radicalisation islamiste et psychiatrie, deux domaines qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, puisque dans le domaine dans lequel je travaille en psychiatrie, on a affaire évidemment à beaucoup de maladies mentales, des schizophrénies, des psychoses paranoïaques, qui jusqu'à présent présentaient des délires à thématiques alors mystiques, fantastiques, quelquefois religieuses, mais qui a priori étaient exempts de radicalisation au point de se faire exploser par exemple. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est quand même bon de faire quelques rappels de définition pour savoir exactement de quoi on parle. Alors, en termes de définition, qu'est-ce que la radicalisation? Alors, dans les définitions couramment admises, c'est un processus d'adoption de croyances extrémistes, alors qui peut être à contenu politique, social ou religieux. Alors, ça ne suppose pas nécessairement l'usage de la violence, bien que très, très souvent, voire dans la quasi-totalité des cas, il y a quand même recours à la violence physique, violence par usage d'armes. Donc c'est un processus dynamique, c'est pas du tout rien. C'est pas on devient radicalisé du jour au lendemain, on se réveille un matin en se disant bon Dieu, je vais être radicalisé. Donc c'est un processus dynamique qui peut être plus ou moins long. Donc ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Alors avec une phase de pré-radicalisation, puis une phase d'auto-identification par contact direct avec des personnes déjà radicalisées, contact physique ou contact virtuel par Internet. Ensuite, endoctrinement avec renforcement des croyances, où la personne s'identifie de plus en plus, puis au final, le passage à l'acte terroriste, qui peut être soit une attaque coordonnée, soit une simple agression au cutter, au ciseau ou au couteau dans la rue. Alors, en termes de données épidémiologiques, alors les Canadiens, qui sont classiquement en avance par rapport à nous dans beaucoup de domaines, n'ont pas attendu l'année 2015, pour travailler sur le sujet. Il y a eu de nombreuses études, notamment statistiques, sur la radicalisation islamiste, précisément ce domaine. Alors, il y a deux auteurs notamment qui se sont interrogés, qui se sont posé la question de savoir si finalement le radicalisé islamiste était quelqu'un d'équilibré ou pas, psychiquement. Première étude de 2004, donc c'était une étude portant sur 172 salafistes du djihad mondial, donc des terroristes à portée internationale, qui mettait en avant un profil finalement de personnes qui étaient parfaitement socialisés, parfaitement intégrés socio-professionnellement, donc qui étaient des hommes, alors généralement plus souvent des hommes que des femmes, des hommes instruits, pas de désocialisation, qui n'avaient pas de carence éducative, ce n'étaient pas des gens qui se faisaient battre par leur beau-père, qui étaient issus de la classe moyenne et qui ne présentaient aucun trouble mental, aussi bien absence de trouble de la personnalité que donc pas de trouble de la personnalité et pas de maladie mentale au sens du DSM. Donc chou blanc de ce côté-là. Une autre étude de 2006 qui portait sur 242 terroristes européens, mais pas à dimension mondiale, mais à dimension nationale, qui retrouvait les mêmes données, absence de maladie mentale et absence de trouble de la personnalité. Donc ce sont des personnes parfaitement intégrées, bien instruites, qui ont été capables de suivre un cursus scolaire universitaire, qui sont parfaitement discrètes, qui vivent en famille, qui ont des enfants, et qui passent la plupart du temps sous les radars. Et c'est bien l'objectif de passer sous les écrans radars. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a une agressivité pathologique, quelqu'un, pour ne pas citer les psychopathes, un psychopathe est prévisible, on le voit, c'est quelqu'un qui a une expression bruyante, qui n'est finalement pas capable d'organiser des attaques coordonnées. Donc l'agressivité impulsive n'est jamais retrouvée dans ces profils-là, parce que clairement, l'agressivité impulsive, c'est un obstacle à l'activité terroriste telle qu'on l'a connue avec Al-Qaïda,
avec les attaques des tours à New York. Donc pourquoi? Parce qu'il y a nécessité de maintenir longtemps une activité clandestine. Donc ce sont des actes prémédités, soigneusement préparés, qui supposent qu'il n'y ait pas de maladie mentale. Alors, R, qui a formalisé l'échelle de psychopathie de R, retrouvait les mêmes résultats, donc qui concluait à l'absence de personnalité dissociale. Donc, en gros, pas de psychopathie chez ces profils-là. Et lorsqu'il mesurait le score de la psychopathie avec l'aide de l'échelle de R, retrouvait des scores faibles. Voilà. Donc, depuis les premières attaques terroristes en France, notamment depuis l'affaire Mera, force a été de constater que ces profils mis en avant, en tout cas dans la littérature française, et notamment au niveau des médias, c'est un profil qu'on retrouve très différent de ce qui est décrit dans les études anglo-saxonnes. Entre Mohamed Merah et Mohamed Laouj Boulel, donc ça c'est l'auteur de la tuerie de Nice, qui a foncé dans la foule avec son camion, donc il y a eu 20 sujets médiatisés, dont on peut avoir des informations dans les médias. Alors sur les 20 sujets, 11 ont des antécédents judiciaires de droit commun. Donc un peu plus de la moitié, c'est beaucoup. Donc on voit que ça tranche avec les personnes bien insérées socialement, discrètes. Et 12 ont eu une inadaptation durant l'enfance ou l'adolescence, donc c'est-à-dire des violences, des exclusions scolaires, des faits délictuels. Alors, pour revenir à l'auteur de la tuerie de Nice, par exemple, en s'intéressant aux médias, on peut retrouver son profil parce que différents experts ont été interviewés. Et on retrouve également sa famille. Alors, notamment, on retrouve qu'il était a priori auteur de violences conjugales de type impulsive. Il frappait régulièrement sa compagne. Donc voilà, c'est un élément, la violence impulsive, qu'on ne retrouve pas dans la littérature anglo-saxonne. Notamment, il était connu de la justice pour des violences avec armes contre un automobiliste. Un automobiliste lui avait fait une queue de poisson, il était sorti avec un couteau et l'avait menacé. Là aussi, on est dans le cadre de la violence impulsive, ce qui va à contre-courant des données de la littérature internationale. Grand consommateur d'alcool et de stupéfiants. Et surtout un diagnostic de psychose posé en 2004. Il était traité par risperidone. Donc là, on touche à la maladie mentale, ce qui va vraiment à l'encontre des données internationales. Alors, comme je vous ai expliqué, malgré moi, j'ai été amené à voir des personnes présentant un tel profil de radicalisation islamiste dans mon travail, aussi bien en tant que psychiatre traitant pour des patients qui étaient hospitalisés sous contrainte en psychiatrie que dans le domaine judiciaire au niveau des expertises pénales, donc ce qui m'a permis de réaliser une étude prospective sur 3 ans, de 2015 à 2018, parce que c'était un sujet évidemment que j'explorais de façon plus particulière avec soit les patients, soit les personnes judiciarisées. Donc sur 3 ans, j'ai retenu un total de 16 sujets. Donc 11 qui étaient hospitalisés, donc qui étaient mes patients, hospitalisés en soit unité de soins intensifs psychiatriques ou soit en unité pour malades difficiles, et 5 que j'avais vus en expertise. Alors, ceux que j'ai vus en expertise, ce n'était pas pour une problématique de radicalisation islamiste, je les avais vus parce qu'ils avaient commis des crimes ou des délits de type droit commun. Et d'ailleurs, sur les 5 que j'avais vus en expertise, 4 avaient un profil de radicalisation islamiste qui n'était pas mentionné au dossier pénal, que j'ai pu mettre en évidence par entretien psychiatrique en les interrogeant spécifiquement sur le sujet. Un seul était connu, mais les 4 autres n'étaient pas connus. Donc évidemment, ça avait fait l'objet d'un développement plus important dans le rapport d'expertise, et le sujet avait été abordé en cour d'assises d'ailleurs, en parallèle pour les crimes pour lesquels ils étaient mis en examen. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve chez ces personnes-là? Donc un âge extrêmement variable, variant entre 18 ans pour le plus jeune à 57 ans pour le plus âgé. En tout cas, la majorité, 9 sujets, avaient un âge inférieur ou égal à 30 ans. Donc c'était préférentiellement des personnes jeunes. Alors, je vais détailler d'abord le profil des patients hospitalisés et ensuite le profil des patients que j'avais vu en expertise. Donc 5 sur 11 provenaient d'autres centres hospitaliers psychiatriques. Donc 5 ils étaient déjà internés en psychiatrie pour des problèmes de violence, qu'il y ait ou non maladie mentale, et 6 provenaient de milieu carcéral. Donc c'était déjà des détenus qui, par leur comportement violent pouvant survenir dans le cadre d'une maladie mentale, ont été adressés à l'USI pour un UMD parce qu'ils étaient violents
en détention, notamment contre des surveillants. L'un d'eux avait fabriqué une arme blanche avec une brosse à dents et avait égorgé, notamment, sans le tuer, un surveillant pénitentiaire. Alors, sur l'échantillon de ces 11 patients, tous, 100%, présentaient un trouble grave de la personnalité, tous. Alors, 8 avaient une personnalité dissociale, au sens de la CIM-10, donc de l'Organisation mondiale de la santé, et 3 avaient un profil de personnalité émotionnellement labile, impulsive, qui appartient au spectre de la psychopathie. Donc on peut dire que 100% avaient un profil psychopathique, au sens populaire du terme. 100% avaient une comorbidité toxicophilique, donc tous consommaient au moins un toxique. Alors tous fumaient du shit, 6 consommaient en plus de façon abusive de l'alcool, très souvent des alcools forts, type vodka. 2 consommaient des opiacés, notamment un était sous traitement substitutif par méthadone, et un consommait régulièrement de la cocaïne. Alors, chez ces 11 patients, 9 souffraient d'une maladie mentale évolutive. Donc, au sens populaire du terme, ils étaient fous. Voilà, une aliénation mentale. Hein. Alors, j'aimerais préciser une chose, une petite digression. Quand dans les médias, ils parlent de déséquilibrés mentaux. Voilà, c'est le passage, c'est l'œuvre d'un déséquilibre mental. Déséquilibré, en réalité, ça ne veut rien dire. Parce que déséquilibré, est-ce qu'il est déséquilibré parce qu'il a un trouble de la personnalité, auquel cas un psychopathe est déséquilibré? D'ailleurs, dans les rapports d'expertise, on retrouve souvent ce terme utilisé, hein, un déséquilibre psychopathique. Dans ce cas-là, on pourrait dire que 80% des détenus qui présentent un profil psychopathique sont des déséquilibrés. Dans ce cas, quelqu'un qui commet un braquage, s'il est psychopathe, il est déséquilibré. Voilà. Ou est-ce que par déséquilibré, on entend fou au sens psychotique? Donc, quand dans les médias ils disent c'est l'œuvre d'un déséquilibré, en fait, ça ne veut rien dire. Ça peut aussi bien vouloir dire qu'il est psychopathe, ce qui est quand même le cas de la majorité de la population pénale en France, que fou. Voilà. Donc là, en l'occurrence dans ma cohorte, 9 patients souffraient de maladies mentales évolutives, donc 7 souffraient d'une schizophrénie, 1 souffrait de psychose paranoïaque, donc où il voit les complots partout, complots franc-maçonnistes, complots sionistes, et 1 présentait une cérébrolésion, donc avait eu un accident de la voie publique très jeune, il s'était pris un pare-choc de voiture dans la tronche et avait perdu une partie de son cerveau. Voilà. Il avait survécu, mais avait développé depuis lors. Il expliquait très bien qu'à son réveil à l'hôpital, il avait eu l'illumination d'Allah, et que jusqu'en 2015, Allah discutait avec lui sans problème, voilà, c'était ça, mais que depuis 2015, il a été embrigadé par des radicalisés, et qu'il souhaitait commettre des actes de violence spécifiquement contre les Juifs. Et d'ailleurs, s'il avait été hospitalisé dans mon unité, c'est parce qu'il avait agressé des Juifs devant une synagogue et qu'il avait agressé des patients dans un bus en proférant des menaces en criant Allahu Akbar. Alors, chez 2 patients, il n'y avait pas de confirmation de troubles psychotiques. Ils présentaient des troubles d'allure psychotique en détention, mais qui étaient secondaires à la consommation probablement de stupéfiants. Voilà, ils avaient soit fumé trop de shit, soit consommé des amphètes ou de la cocaïne, qui circulent librement en prison. C'est surtout le vendredi, hein, quand je sors de maison d'arrêt, le vendredi, c'est très très enfumé. Donc en tout cas des troubles probablement secondaires à la consommation de stupéfiants en détention. Alors, pour la totalité des patients hospitalisés en USIP ou en UMD, tous avaient des antécédents judiciaires, qu'ils soient malades mentaux ou pas. Donc on a beaucoup de patients qui souffrent de schizophrénie, qui commettent des délits, qui n'ont pas forcément d'expertise psychiatrique parce qu'ils passent en tribunal correctionnel en comparution immédiate, donc il n'y a pas d'expertise pour savoir s'il est responsable ou pas de ses actes. Donc très régulièrement, on a quand même des schizophrènes qui atterrissent en prison. Donc tous ont des antécédents judiciaires pour des atteintes aux biens, des faits de violence, pour des faits de trafic de stupes, proxénétisme aussi, trafic d'armes. Un des patients a été impliqué dans un trafic de Kalachnikov. Et il souffrait en parallèle de psychose paranoïaque. Particulièrement dangereux, le patient. Alors, tous n'étaient pas passés à l'acte dans le cadre d'une radicalisation. Seuls 4 patients qui étaient hospitalisés étaient
impliqués dans des violences physiques liées à leur radicalisation, donc, dont un qui était connu pour l'attaque de la Tour Eiffel à Paris, un autre qui avait attaqué un militaire à la gare de Strasbourg à l'aide d'un cutter en criant Allahu Akbar, et qui, dont le but avoué, m'expliquait qu'il voulait mourir en martyr. Pas de bol pour lui, il n'a pas pris de balle, mais il m'expliquait que son but à lui, c'était de se prendre une rafale pour mourir en martyr, mourir en héros. Donc il était extrêmement déçu d'avoir été interpellé et ensuite hospitalisé en psychiatrie. Il est décédé pour d'autres raisons, donc il ne pourra pas recommencer. Alors, une attaque de la synagogue de Colmar, et enfin un dernier qui avait agressé son CPIP, voilà, donc son travailleur d'insertion et de probation. Donc il avait agressé physiquement. Voilà, toujours dans un registre de radicalisation. Alors, au niveau de l'insertion professionnelle, donc on a vu que dans les études anglo-saxonnes, tous avaient une bonne insertion professionnelle. Là, il y en avait un seul qui était alors une insertion, entre guillemets, il travaillait dans le cadre d'un travail d'intérêt général suite à une condamnation pénale. C'est celui qui avait agressé son CPIP, d'ailleurs, parce qu'il ne voulait pas aller bosser. Et un qui travaillait en intérim avant son admission. Donc sinon, aucun n'avait d'insertion socio-professionnelle. Et sur la cohorte, 2 étaient mariés avec enfants. Donc 2 étaient mariés avec enfants, un vivait en union libre, et la plupart étaient célibataires sans enfants. Alors, souffrir de maladie mentale n'empêche pas d'avoir de façon concomitante un trouble de la personnalité, donc ce qui était le cas, hein. En plus d'être malades mentaux, 4 présentaient une personnalité dissociale, donc étaient en plus psychopathes, et 1 avait une personnalité émotionnellement labile, impulsive. Donc je confirme qu'il s'agit d'éléments aggravant le pronostic. Hein. Souffrir de schizophrénie peut faire le lit d'une violence pathologique, mais présenter un trouble de la personnalité dissociée est un facteur aggravant en termes de pronostic où il faut vraiment être attentif parce que ça augmente évidemment le risque de passage à l'acte. Alors, 4 d'entre eux étaient impliqués dans des crimes de sang, donc avec homicide ou tentative d'homicide. 1 était impliqué dans un crime sexuel, notamment viol sur mineur de 15 ans. Alors oui, je n'ai pas précisé, pardon. Donc là, c'était dans les profils des patients hospitalisés. Là, je suis passé dans les profils des patients judiciarisés, enfin des patients, alors ce n'était pas des patients, des personnes que j'ai vues en expertise, donc expertisées dans le cadre d'une procédure pénale. Donc 4 étaient mis en examen pour des crimes de sang, 1 pour un viol sur mineur de 15 ans, en l'occurrence un petit garçon, qui avait déjà des antécédents de violences sexuelles. Alors pour les 5 sujets que j'avais vus en expertise et qui devaient passer en cour d'assises, tous avaient déjà des antécédents judiciaires. Et tous présentaient une problématique toxicophilique portant au moins sur le cannabis. Donc dans cette cohorte, un seul homme était marié avec des enfants. C'est d'ailleurs celui qui était impliqué dans le viol sur mineur de 15 ans. Ça ne l'a pas empêché de... Voilà. Et 4 étaient célibataires sans enfants. Alors, en termes de discussion, donc, il est intéressant de remarquer qu'il y a une absence de concordance des profils français médiatisés par rapport aux études internationales qu'on connaît. Hein. Ce sont des profils très différents. Alors, dans la littérature sur la radicalisation islamiste, notamment Al-Qaïda, elle décrit des sujets stables, parfaitement insérés socialement, exemple de troubles mentaux, de troubles psychiques. Donc, ce sont des profils très discrets qui peuvent perpétrer des attaques coordonnées, préparer ça sur plusieurs années. Là, dans notre cohorte, on a plus à faire ce que j'appelle des pieds nickelés. Pieds nickelés qui sont incapables de coordonner des attaques d'envergure, mais qui, pris isolément, peuvent présenter une grande dangerosité psychiatrique ou criminologique et qui peuvent passer à l'acte avec n'importe quelle arme par destination, une paire de ciseaux, un cutter, une voiture. On a vu pour l'attaque de Nice, hein, c'était l'œuvre de quelqu'un qui souffrait d'une maladie mentale pour qui le diagnostic de psychose était posé depuis 2004. Il lui a suffi de prendre une camionnette pour faire beaucoup de dégâts. Donc dans la cohorte, dans la petite cohorte, hein, je rappelle que c'est quand même une petite cohorte que j'ai pu étudier, 16 personnes seulement, donc à prendre quand même avec beaucoup de précautions. Dans la petite cohorte que j'ai pu étudier, il y a une forte prévalence de troubles mentaux.
Ça, c'est dû à forcément un biais de sélection, que je travaille en milieu psychiatrique, forcément, on peut s'attendre à avoir beaucoup de troubles mentaux. Tous présentaient au moins un trouble grave de la personnalité de type psychopathique, tous consommaient d'importantes quantités de toxiques, au moins du cannabis, voire d'autres stupéfiants associés à l'alcool, et une grande partie souffrait de maladies mentales. Tous étaient connus pour des antécédents judiciaires, de droit commun, et finalement, la plupart d'entre eux, la plus grosse partie, étaient des sujets peu insérés et globalement désocialisés. Par rapport à ce profil, on peut se poser la question de l'efficacité des programmes de déradicalisation face à de tels profils. Parce que là, je vous garantis, je vous mets à l'épreuve de pouvoir déradicaliser quelqu'un qui souffre d'une schizophrénie, qui est complètement fou, et qui croit être en contact permanent avec Allah, qui lui parle et qui lui répond. Donc je sais qu'il y avait eu une étude pilote à la Maison d'arrêt de Mulhouse de déradicalisation qui consistait en des entretiens psychologiques. On ne s'improvise pas à déradicaliser les gens avec des programmes pris comme ça, sans avoir fait l'objet d'une formation spécifique et sans savoir qui réellement on a en face de soi. Donc un entretien psychologique tous les mois, une fois par mois par exemple, à mon sens, ne suffit pas à déradicaliser, surtout s'il y a une maladie mentale sous-jacente. Donc priorité à traiter la maladie mentale sous-jacente, évidemment. Néanmoins, une fois que les patients sont stabilisés, ça je l'ai vu en psychiatrie, une fois qu'ils sont stabilisés, il persiste quand même le trouble de la personnalité sous-jacent. Ça reste quand même des personnes particulièrement vulnérables psychiquement, parce que très influençables, et qui sont en permanence en colère, et qui ont un sentiment d'hostilité permanent contre l'institution judiciaire, contre l'institution psychiatrique, tout ce qui représente en fait l'ordre est forcément fortement mis à mal. Donc ma conclusion, je vais conclure avec cette diapo qui illustre parfaitement mon point de vue. Voilà. Donc je pense qu'il y a c'est mon point de vue, il y a probablement des têtes pensantes qui recrutent à faible frais des profils très vulnérables. Ce sont des gens désinsérés qui sont connus de la justice. La plupart ont des troubles de la personnalité et qui voient, en l'occurrence, dans le fait de se radicaliser, finalement, une fait de justifier pour certains les actes de violence, le fait de se sentir appartenir à un mouvement, d'avoir une reconnaissance de quelqu'un, enfin, et qui peuvent voir une justification dans leurs actes de violence. Et qui, finalement, ne sont pas plus croyants que je suis un spécialiste de la choucroute. Voilà. À mon avis, le problème n'est pas tant religieux chez eux, ils trouvent simplement une explication à leurs actes. Donc oui, ils sont radicalisés, oui, je pense qu'il est probablement possible de les déradicaliser comme on travaille sur ceux qui sont sous influence sectaire, mais on le sait avec le recul de l'influence sectaire, c'est un processus qui est long. Et là, le risque, c'est pas qu'ils continuent à croire et adhérer à une secte, c'est le risque que finalement, ils passent à l'acte un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après. Voilà, j'en ai fini.